Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les découvertes que j'ai faites tout au long de mon parcours ou alors de ma carrière d'apprentissage en tant que trader sur les marchés financiers. Donc, sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les découvertes que j'ai faites tout au long de mon parcours, alors de ma carrière en tant que trader sur les marchés financiers. Et la première erreur que j'ai pu identifier, ou alors la première découverte que j'ai pu identifier est celle de savoir que le prix n'est jamais trop élevé ni trop bas. Il faut toujours laisser le marché te donner des signaux ou alors un message à l'effet de pouvoir prendre des décisions sur la base du price action. Donc on va voir ensemble ceci à mon écran, un cas typique d'exemple qui te permet de comprendre réellement ce que j'essaie de dire à ce sujet. Alors, très bien. Comme je disais tantôt, le prix n'est jamais assez élevé ni assez bas. Donc, il faut toujours attendre que le marché nous donne les signaux supplémentaires afin de pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente. Et pour pouvoir illustrer ceci, j'ai là sur mon graphique, en fait, l'euro USD, la devise euro USD. Et tout en bas, vous allez voir, en fait, l'indicateur RSI. Et l'indicateur RSI ici n'est rien d'autre qu'un outil statistique qui nous permet d'identifier potentiellement des cycles sur les marchés. Quand je parle de cycles, c'est des situations de correction après un phénomène d'impulsion. Et là, du coup, le RSI a aussi l'occasion très souvent de pouvoir identifier les possibilités d'opportunités de survente et de surachat. Mais on va pas entrer dans les détails relatifs au RSI aujourd'hui. Ce sera l'objet d'une vidéo entière. Donc, voilà. On va essentiellement voir ici les situations de survente et surachat afin de pouvoir vous montrer qu'en réalité, ce n'est rien d'autre que des potentiels bluffs qu'on pourrait observer sur les marchés. Donc, je prends ici par exemple le graphique de l'euro USD et le RSI en général est un indicateur qui est borné entre 0 et 100. Et ici, en général, lorsque nous sommes en dessous de 30, donc on fixe en général des seuils. Et lorsqu'on est en dessous de 30, les traders, les participants du marché ont tendance à dire que le marché est en survente. Donc, on pourrait potentiellement commencer à observer les opportunités à l'achat. Par contre, lorsque le RSI est au-dessus de 70, on a tendance à identifier ou alors à chercher maintenant les opportunités à la baisse. Donc, voici un contre-exemple qu'on va tout simplement voir. Donc ici, j'ai mon graphique du RSI, de l'euro USD. Et nous avons en fait une superbe baisse ici, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'on baisse naturellement, on peut voir que le RSI est également en train de baisser, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe bien après lorsque je déplace ma ligne verticale telle que présentée ici? On peut voir que à un certain moment donné, le RSI est déjà en dessous de 30. Donc, à ce niveau-ci, on voit que le RSI est en dessous de 30. Ce qui fait que on aura tendance à croire que on voit à ce niveau, le prix est effectivement en train de descendre. Le prix de l'euro USD est en train de descendre. Par ailleurs, le RSI également déjà en dessous de 30. Et lorsque c'est en dessous de 30, on aurait tendance à vouloir identifier les potentielles opportunités à l'achat, parce que en réalité les traders auront tendance à dire que ok, on a des potentielles opportunités d'achat qui vont commencer à se présenter. Et qu'est-ce qui se passe bien après? Il se passe bien après que le prix continue à chuter considérablement. Vous voyez, malgré le fait que nous soyons bien en dessous du seuil de 30 pour le RSI, le prix continue à chuter considérablement jusqu'à atteindre les valeurs de... On peut voir qu'ici, on atteint la valeur de 9 carrément, 8.
Et malgré ça, le prix continue toujours à chuter et de manière considérable, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez donc ici que le prix n'est pas nécessairement toujours très bas ou alors trop élevé. Alors, il faut toujours attendre que le marché nous donne des signaux supplémentaires ou alors il faut considérer des critères supplémentaires afin de pouvoir prédéfinir les opportunités d'achat ou de vente, n'est-ce pas? Deuxième découverte que j'ai eu à faire, c'est que après chaque breakout, il n'y a pas nécessairement de pullback. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça voudrait tout simplement dire qu'il y a des potentiels sorties en breakout où on va directement voir le prix aller directement à la hausse ou alors à la baisse selon le sens que le prix du marché a pris. Donc, je vais essayer de te montrer ceci sur mon écran. Donc, c'est parti. Eh bien, quand je disais tantôt que après un breakout, on ne va pas nécessairement observer un pullback. Alors, le fait de pouvoir attendre un pullback après un breakout est en fait un cas d'école, c'est-à-dire le cas le plus safe qu'on peut avoir, c'est-à-dire le cas le plus conservateur qu'on peut avoir afin de minimiser les risques. Mais en réalité, sur le marché, on ne va pas toujours s'attendre à ce que après un breakout, n'est-ce pas, on voit directement des possibilités de pullback, n'est-ce pas? Voici un exemple assez typique de ce que j'essaie d'illustrer ici. Donc ici, par exemple, on a un phénomène de distribution, n'est-ce pas? Un phénomène de distribution qui s'est manifesté sur le marché pendant une certaine période, n'est-ce pas? Et bien après, qu'est-ce qui se passe? Donc on a ce phénomène-ci qui s'est manifesté sur les marchés. Et bien après, le prix a commencé, bon, dans cette bande-là, on peut d'abord constater, bien entendu, que le prix a oscillé de manière régulière entre ces deux seuils-là, n'est-ce pas? On peut voir que le prix faisait des oscillations, et pour mon côté artistique. Donc voilà. Ici, en fait, vous pouvez voir que le prix a oscillé carrément dans cette bande-ci. Et du coup, bien après, on constate que le prix est sorti de manière brutale de la bande en question, n'est-ce pas? Et lorsque ça sort, en réalité, dans le cas d'école que j'ai éventuellement évoqué dans certaines vidéos que vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai toujours essayé de présenter, j'ai toujours eu tendance à présenter le fait qu'on pourrait potentiellement avoir un pullback ou alors il faut attendre naturellement un pullback sur le marché afin de pouvoir se positionner maintenant soit à la vente, soit à l'achat. Et pour le cas spécifique d'ici, il s'agit d'une vente. Et malgré le fait que j'ai précisé cela, il faut bien entendu s'attendre à ce que ce phénomène-là ne se produise pas de manière bien calquée tel que je l'ai décrit dans des vidéos précédentes. Il faut s'attendre que le fait que lorsque le marché lorsque le marché a expérimenté une très longue période de hausse, n'est-ce pas, et que après on commence à avoir des signaux qui manifeste en fait une résistance à la continuité à cette hausse phénoménale, n'est-ce pas, tel qu'on peut voir un peu sur notre graphique ici, n'est-ce pas? Il est important de comprendre que le marché ne va pas nécessairement toujours, lorsqu'il commence le phénomène de baisse, lorsqu'il commence à chuter, on va pas nécessairement toujours s'attendre à avoir des pullbacks directement, n'est-ce pas? Il y a des fortes chances que lorsqu'on est au début d'un momentum tel que c'est présenté ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on est au début d'un momentum, on aura tendance à ne pas observer en fait ce type de phénomène-là, n'est-ce pas? Donc vous voyez par exemple ici que le momentum est tout au début et du coup on n'a pas cette possibilité d'observer notre pullback à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, et c'est bien après un long mouvement baissier, n'est-ce pas? On voit que après tout le mouvement baissier ici présent, on a maintenant cette correction qui s'est manifestée sur le marché, n'est-ce pas? Donc, ça a pris énormément de temps afin que
les choses se manifestent de manière un peu plus claire. Ok, voilà. Donc une fois que on a eu ceci, on voit bien que le marché a encore après la correction, le marché a considérablement continué sa chute de manière considérable, n'est-ce pas? Vous voyez la descente là. Ok, donc il faut être capable de pouvoir considérer encore comme je disais pour les autres cas, il faut toujours considérer d'autres critères supplémentaires ou alors observer davantage d'informations ou alors chercher plus d'informations que celles que je suis en train de donner ici. Ici, je donne juste un aspect de la chose. Je ne peux pas tout donner sur la vidéo parce que je voudrais pas que la vidéo soit excessivement longue. Donc, on va en fait évoquer toujours un aspect. Et si vous êtes intéressé, bien entendu, à observer les autres possibilités ou alors à maîtriser ma stratégie, je vous invite aussi à me contacter en privé pour réserver votre place à la prochaine, à la formation pour la première cohorte que je vais bientôt organiser. Donc, prenez le soin de me contacter et on va voir si vous êtes qualifié à pouvoir travailler avec nous. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le phénomène a été phénoménal sur la période. Donc, il faut être capable de pouvoir considérer ce genre de situation-là ou alors être capable de pouvoir identifier ce genre de momentum et à la baisse et pouvoir le capturer. Troisième découverte que j'ai pu faire dans mon processus d'apprentissage est que il faut toujours prendre en compte les corrélations qui pourraient éventuellement exister entre les actifs ou alors entre les devises que tu trades sur les marchés financiers. Ceci te permettra de pouvoir augmenter tes critères de décision et donc de pouvoir confirmer davantage le sens dans lequel le prix est en train d'aller. Donc, prends soin de pouvoir toujours faire un checking des corrélations qui pourraient potentiellement exister sur les marchés. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai préparé le lien d'un site où tu peux avoir en fait une liste de devises où tu peux découvrir des corrélations que tu pourras identifier entre les paires de devises que tu traites. Donc, pour le cas d'exemple, allons dans mon écran pour que je te le montre. C'est parti. Troisième élément qui est important ici de pouvoir identifier, comme je disais tantôt, c'est les corrélations. Alors, qu'est-ce qu'une corrélation? Lorsqu'on dit que deux devises sont corrélées positivement, ça voudrait tout simplement dire que ces deux devises évoluent simultanément dans le même sens. C'est-à-dire, si la devise A évolue à la hausse, alors la devise B également suit un peu quasiment le même phénomène de hausse en respectant presque le même comportement. D'accord? On va dire que deux devises sont corrélées négativement si et seulement si ces deux devises évoluent simultanément en sens contraire. C'est-à-dire lorsque l'un va à la hausse, l'autre va à la baisse de manière simultanée. Et du coup, ces comportements-là sont très utiles à l'effet de pouvoir minimiser non seulement le risque, mais aussi de pouvoir faire usage, de pouvoir utiliser ces éléments-là comme des éléments de confirmation supplémentaires afin de se garantir que nous sommes véritablement dans le bon phénomène ou alors on est dans le bon sens de la tendance, n'est-ce pas? On va voir ici le cas spécifique de l'euro USD. Imaginons un seul instant que tu veux trader l'euro USD, c'est-à-dire tu as identifié une potentielle opportunité à l'achat ou à la vente pour l'euro USD. Ça peut être l'exemple de notre vente ici présente, n'est-ce pas? Et que tu veux en fait déjà te positionner, mais il faut d'abord au préalable pouvoir identifier si tes critères sont respectés. Et l'un des critères qu'on peut intégrer dans nos conditions, c'est de pouvoir s'assurer que les corrélations, sur d'autres paires qui sont corrélées à l'euro USD, n'est-ce pas? On a également ce phénomène de corrélation là. Et pour pouvoir identifier cela, je viens sur Compare, j'intègre la variable qui est j'intègre les devises qui sont fortement corrélées à l'euro USD ou alors j'intègre sur un autre graphique séparé. Bon, on va l'intégrer de manière simultanée sur le même graphique afin de voir de manière très claire comment les corrélations peuvent se manifester. Et l'une des devises qui est fortement corrélée à l'euro USD, c'est le USD-CHF, c'est-à-dire le dollar américain contre le franc suisse. Et là, du coup, je viens ici là dans Compare, symbole, j'ajoute dans USD-CHF qui représente en fait
la paire de devises USD contre le franc suisse. Je clique, boum, et là du coup j'ai l'élément de comparaison que je peux commencer à effectuer. Et qu'est-ce que je fais donc? Ce que je fais, c'est de pouvoir maintenant voir comment est-ce que les deux devises se comportent. Ici, on peut voir que lorsque, par exemple, l'euro USD évolue à la baisse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe pour le USD CHF? L'USD CHF évolue à la hausse. Donc, on voit le même phénomène ici. On voit également le même phénomène ici, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Bon, on peut voir également le même phénomène ici, n'est-ce pas? Lorsque le USD CHF va à la hausse, l'euro USD va à la baisse. Et ceci se fait quasiment de manière simultanée. On dirait qu'il y a un élément symétrique qui les contrôle, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a un plan symétrique tout au milieu là qui contrôle en fait les deux paires de devises, n'est-ce pas? Et là, du coup, pour pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente, on peut se servir de ces deux graphiques afin de ajouter en fait comme des critères supplémentaires qui nous permettent de nous assurer que réellement nous sommes dans le bon sens de la tendance, n'est-ce pas? Et là du coup, si on identifie une opportunité à la hausse ou à la baisse pour l'euro USD, n'est-ce pas? On va commencer naturellement à pouvoir voir si réellement ça vaut la peine de pouvoir saisir une telle opportunité, n'est-ce pas? Et puis, un des éléments, c'est de pouvoir voir les corrélations. Donc là, du coup, je suis en train de parcourir le graphique afin de pouvoir identifier une éventuelle opportunité à la hausse ou à la baisse, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre quelque chose au hasard juste pour illustrer le phénomène, n'est-ce pas? Donc, imaginons un seul instant que nous sommes à ce niveau, n'est-ce pas? Et que nous avons identifié ce phénomène de range, n'est-ce pas? Ou alors ce phénomène de distribution sur le marché, n'est-ce pas? Ce phénomène d'équilibre sur le marché où on voit que les offres sont quasiment égales à la demande, c'est-à-dire le prix de l'offre est égal au prix de la demande à ce niveau-là. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Si on veut saisir en fait l'opportunité à la vente qu'on aurait potentiellement anticipé, on peut maintenant venir ici et en tracer peut-être notre droite qui va peut-être identifier la cassure, n'est-ce pas? On peut également aller voir si le même phénomène est en train de se produire. Si on a également le même phénomène d'accumulation, de distribution sur le USD CHF tel que je présente ici. Donc on peut voir qu'en réalité, le même phénomène est en train de se produire sur le USD CHF, n'est-ce pas? Donc on voit que le USD CHF fait également les mêmes distributions, on voit que le USD CHF a tendance à effectuer exactement le même phénomène d'accumulation ici, c'est-à-dire de distribution ici, dans la mesure où on voit que le prix de l'offre a tendance à être égal au prix de la demande. On voit que ça oscille autour d'une bande ici, n'est-ce pas? Et pareil ici, ça est en train d'osciller autour du bande. Donc, du coup, si il y a un phénomène de cassure ici, tel que je vois là, on va dire que bon, ok, regardons ce qui se passe également au niveau de USD CHF. Alors, on voit la cassure également ici, n'est-ce pas, de manière symétrique. Et là, du coup, on peut attendre notre fameux pullback, n'est-ce pas? Et pouvoir saisir notre opportunité. Ou alors, si on a des critères qui nous permettent de de nous positionner à la vente ici directement, on peut le faire directement parce qu'on voit également le même phénomène. Mais ce que je voudrais apporter comme élément à attirer votre attention ici, c'est que lorsque vous avez deux paires de devises corrélées, ne faites pas l'erreur de placer l'ordre de vente sur l'euro USD et l'achat sur le USD CHF. C'est une grosse erreur que j'ai pu observer en général sur les présentations que beaucoup de traders ont tendance à montrer. Ça, c'est une très grosse erreur parce que en fait, tout ce que tu es en train de faire, c'est d'augmenter en fait ton effet de levier sur la position de vente que tu as placée sur le USD CHF, l'euro USD. Parce qu'en réalité, quand tu dis bon, ok, si jamais l'euro USD va à la baisse, alors je vais anticiper me positionner à la vente ici et que tu viennes encore te positionner à l'achat ici. Ça veut dire que si jamais le marché se retourne plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire
contredit en fait ton anticipation, alors là du coup tu vas perdre doublement au lieu d'être juste sur l'euro USD. Donc ça fait en fait une augmentation de ton levier ou alors de ta perte potentielle que tu aurais réalisé si jamais tu aurais pris uniquement l'euro USD comme opportunité. Donc il faut faire très attention et ne pas prendre doublement des paires parce que elles sont corrélées. Ça c'est une grosse erreur à ne pas faire. Ça te permet d'augmenter ton risque et c'est tout dangereux et ça va te pousser à perdre considérablement plutôt qu'à minimiser les risques. Donc il est question ici de pouvoir minimiser d'abord les risques les risques qu'on encourt à l'effet de pouvoir prendre avantage de certaines opportunités et non de pouvoir augmenter nos potentiels de gains. Non. On minimise d'abord le risque. Une fois qu'on a maîtrisé notre risque, on peut le calculer, on peut maîtriser éventuellement ce risque-là même au niveau journalier, au niveau mensuel, ainsi de suite. On peut maintenant se permettre de voir le gain potentiel qu'on pourrait réaliser à l'effet de pouvoir minimiser ce risque-là. D'accord? Donc voilà ce que je voulais présenter sur ce phénomène-là. Ok? Donc faites très attention. C'est interdit. Donc moi j'interdis carrément ce genre de phénomène. La quatrième découverte que j'ai pu faire est celle de savoir que toute stratégie sur les marchés financiers ou alors toute stratégie que tu pourras employer sur les marchés financiers a des avantages et des inconvénients. C'est à toi de pouvoir sous-peser vraiment les raisons pour lesquelles tu dois placer un trade ou alors placer un ordre d'achat sur les marchés sur la base de ta stratégie. Et pour avoir plus de confiance en ta stratégie sur le long terme, il est très important et plutôt même crucial de développer une stratégie dont tu vas maîtriser les performances sur le long terme. Et quand je parle de long terme ici, ça peut aller de 1 an au moins à, disons, 3 ans, 5 ans. Donc, il faut penser à pouvoir développer une telle stratégie et à pouvoir avoir des informations statistiques relatives aux performances que ta stratégie te renvoie. Donc, voilà. Ok, le quatrième point que j'ai donc évoqué ici, c'est que toute stratégie de trading a ses avantages et inconvénients. Donc, ce qui peut te sauver de cette situation, c'est de pouvoir donc maîtriser les performances sur le long terme de ta stratégie et donc de pouvoir t'assurer que bon, ok, quand je me positionne à l'achat ou à la vente sur la base de ma stratégie que j'ai pu analyser sur le long terme, c'est-à-dire sur un large panel de données, alors du coup, je peux me permettre de pouvoir me positionner sans toutefois avoir une crainte. Avoir les éléments de performance de ta stratégie sur le long terme te permet en fait de pouvoir te garantir de gains potentiels que tu pourrais effectuer sur le long terme. Et là, du coup, sur la base de ces informations-là ou alors de ces statistiques-là, tu ne vas plus tituber à l'effet de pouvoir prendre une position à l'achat ou à la vente malgré le fait que le marché soit imprédictible, parce que tu sais que en suivant cette stratégie-là sur le long terme, tu t'attends à une certaine performance en termes d'espérance de gain. Donc du coup, il est important ici de pouvoir se fixer véritablement des critères qui te permettent de t'assurer que ok, cette stratégie-ci est soutenable sur le long terme. Donc du coup, je peux me permettre de décider d'acheter ou de vendre selon ma stratégie. Je prends l'exemple ici, par exemple, où on a ce phénomène d'accumulation où le momentum est de plus en plus faible, n'est-ce pas? On voit bien que la hausse a été fulgurante ici, n'est-ce pas? On a eu une hausse fulgurante tout d'abord, ensuite, c'est-à-dire ce phénomène-ci. Ensuite, on a eu le momentum qui tendait maintenant à baisser progressivement à mesure que le temps évoluait. Donc, c'est ce qu'on va appeler les biseaux ascendants, les biseaux descendants. Donc, du coup, il faut faire très attention à ce genre de configuration graphique que j'ai déjà évoqué dans l'une des vidéos que vous pourrez voir également sur la chaîne. Et du coup, sur ce cas-ci, par exemple, quelqu'un va dire, ok, dès lors que le prix, puisqu'il s'agit d'un biseau ascendant ici, dès lors que le prix va casser cette ligne de support à la baisse, n'est-ce pas, je m'attends à ce qu'un pullback va se réaliser. Et une autre stratégie pourrait être de dire que dès lors que j'ai une cassure ici, je me positionne en anticipation. Je me positionne en anticipation à l'effet du fait que j'anticipe que le prix va forcément casser à la baisse. Donc ça, c'est selon la stratégie que tu as développée. C'est pas juste que j'ai le feeling,
qui me permet de voir que, ok, le prix aura tendance à baisser. Oui, on peut avoir le feeling sur certaines situations, mais franchement, il faut avoir beaucoup plus les éléments argumentaires qui te permettent de dire que, ok, j'ai pu tester par exemple sur au moins 100 données et 100 trades, et ceci me permet en fait de pouvoir me dire que, ok, en me positionnant, en anticipant directement la baisse potentielle sur ce type d'actifs, par exemple ici c'est l'or, n'est-ce pas? En anticipant une baisse potentielle sur l'or ici, sans toutefois attendre le pullback, j'ai des chances de réussir, j'ai beaucoup plus de chances de réussir plutôt qu'en attendant un pullback. Donc du coup, il faut faire attention et s'assurer qu'on est véritablement dans nos avantages statistiques, dans notre edge, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà pourquoi je dis ceci. Il est très important de pouvoir maîtriser en fait les critères de performance de sa stratégie sur le long terme. Et là, du coup, sur cette base-là, on peut en réalité maintenant placer des trades sans plus avoir à craindre quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir avoir les performances de sa stratégie sur le long terme, il est important ici de faire ce qu'on va appeler du backtesting ou alors et du forward testing, n'est-ce pas? Donc, c'est les deux éléments qui vont nous aider à pouvoir éventuellement avoir des éléments argumentaires qui nous disent que, bon, ok, j'ai pu par exemple tester la stratégie sur une centaine de données et après le test que j'ai fait, je me rends compte que par exemple que à 60% à 70% de chance, lorsque je le considère par le pullback, je réussis ma stratégie. En fait, je fais en profit plutôt qu'en perte, n'est-ce pas? Ça, c'est un élément qui peut être considéré sur les critères que j'évoque ici. Donc, voilà un peu ce que je voulais évoquer ici. Et la question du backtesting sera évoquée éventuellement sur la chaîne. Donc, ça va faire l'objet de plusieurs vidéos d'ailleurs. Donc, restez juste connectés et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ça vous permettra potentiellement d'apporter des éléments supplémentaires sur les éléments que j'ai pu évoquer ici. Donc, c'est les 4 leçons que je voulais éventuellement présenter ici. Donc, je retourne en face caméra afin de pouvoir conclure cette vidéo. Allez, ciao! Donc, s'il faut résumer en quelque sorte, c'est que nous avons 4 découvertes ici que j'ai pu citer, mais ce n'est pas les seules que j'ai pu citer. La première, c'est celle de savoir que le prix n'est jamais trop élevé ni trop bas pour les marchés. Il faut laisser le marché te donner des informations supplémentaires à l'effet de pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente. Deuxième chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le breakout, il n'existe pas nécessairement un pullback à attendre. Le marché peut ressortir d'un breakout et aller directement à la hausse ou à la baisse sans toutefois former un pullback. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que des corrélations qu'il faut toujours identifier. Il faut toujours être capable d'identifier des corrélations sur les marchés financiers afin de pouvoir augmenter tes critères de décision sur le sens de la tendance de marché. Et le quatrième point qu'il faut retenir, ou alors la quatrième leçon qu'il faut retenir ici, c'est que toute stratégie de trading que tu pourras développer a des avantages et des inconvénients. Donc, il est question pour toi de pouvoir toujours maîtriser les raisons ou les raisons ou alors les inconvénients qui vont avec l'idée de pouvoir placer un ordre d'achat ou de vente. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir ces argumentaires-là, il te faut donc développer, maîtriser les performances sur le long terme de ta stratégie. Donc, voilà. Arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à liker, surtout à partager avec la communauté. Et dis-moi en commentaire si tu as des questions. Si tu as des questions, je pourrais revenir sur certains sujets que j'ai pu évoquer au cours de la vidéo. Donc, il y a des éléments tels que les corrélations que je pourrais revenir dessus. Il y a des éléments tels que le RSI que je pourrais revenir dessus. Et j'ai préparé une vidéo à ce sujet. Et aussi, il y a d'autres éléments que j'ai bien pu évoquer et que je pense bien revenir dessus de manière beaucoup plus profonde. Mais dis-le-moi aussi en commentaire ce que tu aurais voulu que j'aborde tout au long de ce contenu. Aussi, je t'invite également à
t'abonner si tu ne l'es pas encore, à partager avec la communauté, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien rater des nouvelles publications que je pourrai faire sur la chaîne. Par ailleurs, j'ai également écrit un bouquin qui résume en fait les 6 leçons principales que j'ai pu identifier tout au long de ma carrière de trading. Ceci te permettra d'identifier en fait les erreurs communes que l'on a l'habitude de commettre lorsqu'on débute en tant que trader sur les marchés financiers. Et donc du coup, ça te permettra d'anticiper sur ces erreurs-là et de raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc je t'invite à aller en description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien qui est en dessous de la vidéo, qui va t'indiquer bien entendu de pouvoir télécharger ton bouquin. Tu insères ton prénom et ton adresse email et tu pourras donc recevoir ton e-book gratuit et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir recevoir des retours de ta part par rapport à cet e-book. Donc on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!